Bonjour à tous et bienvenue à Strasbourg, au Parlement européen, à l'occasion de cette session plénière du mois de février. 3 mois après les attentats du 13 novembre à Paris, l'Union européenne cherche à améliorer la lutte contre le terrorisme. Le 1er février, le Premier ministre s'est rendu à Bruxelles pour un mini-sommet entre la France et la Belgique pour renforcer la coopération entre les deux pays. Le lendemain, la Commission européenne a lancé un plan d'action contre le financement du terrorisme. En France, l'état d'urgence et le projet de loi sur la déchéance de nationalité continuent de susciter de nombreuses critiques après de nouvelles manifestations dans tout le pays le week-end dernier. Le nouvel arsenal antiterroriste de l'Union européenne est-il efficace ou faut-il de nouveaux instruments? Pour aborder ces sujets, je reçois 2 députés européens. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat à Strasbourg au Parlement européen. J'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. Ancienne magistrate, actuellement avocate et députée européenne sous l'étiquette des Verts, Eva Joly, bonjour. Bonjour. Également à mes côtés, un spécialiste des questions internationales et de défense, député européen membre du Parti populaire européen Les Républicains en France, Arnaud Danjean, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Assignation à résidence, retenue pour contrôle d'identité, le Conseil d'État a validé le jeudi 28 janvier l'inscription de mesures de l'état d'urgence dans la loi commune. Le texte doit être présenté aujourd'hui, mercredi 3 février, en Conseil des ministres. Alors de nouvelles manifestations ont eu lieu le week-end dernier dans toute la France à l'encontre de cet état d'urgence. Eva Joly, quelle a été votre réaction lorsque le Conseil d'État a donné son feu vert? Je trouve que c'est un digue qui cède. J'avais espéré qu'il s'y opposerait. Pour moi, toutes les mesures nécessaires pour combattre le terrorisme, nous les avons dans les textes qui existent. Et l'effet d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution est une façon de bricoler la Constitution dans un objectif de communication et est sans aucune portée pratique. Par contre, c'est de la communication intense. Donc moi, je suis très hostile. Alors, interrogé par la télévision britannique, Manuel Valls a laissé entendre que les mesures exceptionnelles liées aux attaques terroristes devront durer aussi longtemps que la menace est présente. Alors les réponses étaient un petit peu ambiguës, enfin sans revenir sur la forme. Arnaud Danjean, cet état d'urgence doit être prolongé. Comment finalement est-ce qu'on peut mesurer cet état qui nécessite des mesures exceptionnelles? Au risque d'en surprendre certains, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Eva Joly, et ça m'amène à considérer que les déclarations du Premier ministre étaient pour le moins maladroites sur la forme, mais relevaient surtout sur le fond d'une très mauvaise appréhension du problème. Le problème du terrorisme n'est pas nouveau en France. Nous avons été, entre guillemets, épargnés pendant une décennie, un peu plus, mais pendant cette décennie, il s'est passé des choses. Il y a eu des attentats déjoués, il y a eu des tentatives d'attentats, il y en a eu dans d'autres pays européens. Donc l'Europe, et la France singulièrement, est confrontée au terrorisme depuis des décennies. Donc je ne comprends pas, je comprends l'émotion qu'a suscité l'attentat de novembre dernier. Je ne comprends pas ce qui, dans la nature des choses, a si profondément changé qu'on en arrive aujourd'hui à faire de cette priorité un état d'exception que l'on veut constitutionnaliser. Moi, ça me paraît une mauvaise réponse en termes pratiques, et ça me paraît, j'allais dire, philosophiquement, extrêmement tordu, si vous me permettez l'expression. Parce que, et ça amène Valls à dire des choses qui sont des aberrations. Aussi longtemps que la menace durera, on gardera l'état d'urgence. La menace, elle sera éternelle, parce qu'il faut qu'on apprenne à vivre aujourd'hui avec le terrorisme qui est le fruit très largement d'une instabilité et d'une volatilité internationale qui va continuer. Par définition, l'état d'urgence est une mesure d'exception dans l'urgence. Constitutionnaliser et inscrire dans la durée un état d'exception, pour moi, ça me paraît être un oxymore. On n'a pas besoin d'aller plus loin et de mettre en place un nouvel arsenal de lutte Il faut bien dire que le réel est terriblement compliqué, que rien n'est facile, il n'y a pas de quick fix. Et l'illusion, c'est justement de faire croire que si on avait ça et ça, tel fichier, telle interconnexion, tout cela n'existerait pas. Et c'est plus compliqué que cela. Mais probablement qu'une des erreurs graves qui a été faite sous Sarkozy était la suppression du service des renseignements généraux qui, elle, était de terrain, sur place, était dans les cafés
pouvait savoir ce qui se passait, suivre réellement les individus. Sur ce système d'échange d'informations, justement, est-ce qu'on peut toujours faire mieux, mais est-ce que ce qui existe actuellement est suffisant ? Il n'y a pas de risque zéro en matière d'antiterrorisme. Donc, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on passe pour un fataliste ou pour un faible. Moi, je suis quelqu'un qui est ferme, je suis quelqu'un qui suis d'une intransigeance totale par rapport aux phénomènes criminels et terroristes, mais il faut bien reconnaître que dans l'antiterrorisme, je ne crois pas véritablement aux mesures d'exception. Donc, je pense que, malheureusement, nous avons déjà beaucoup de dispositifs à notre disposition et que nous n'en avons pas fait le plein usage ou le bon usage. Donc avant de s'interroger sur ce qui peut être fait en plus, interrogeons-nous sur ce qui n'a pas marché dans ce qui existe déjà. Cette introspection, on se la refuse très largement. Je vois d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement et montrer que ce n'est pas du tout un raisonnement sectaire par rapport au gouvernement d'aujourd'hui, que mes collègues députés républicains en France ont obtenu la constitution d'une commission d'enquête sur justement l'application de ces moyens entre janvier et novembre 2015. Je dis très bien, mais remontons plus loin. Remontons à l'affaire Mera, sous le précédent gouvernement, parce que là aussi il y a eu des dysfonctionnements, vraisemblablement, parce que ça aussi c'est une attaque entre guillemets de masse et c'est un attentat gravissime. Donc il faut qu'on ait d'abord ce travail d'introspection, d'examen de ce qui n'a pas marché avec les instruments dont nous disposons. Est-ce qu'il faut des instruments supplémentaires? Là c'est là où j'ai peut-être une petite divergence avec Eva Joly, c'est que moi je suis partisan du PNR, tout en considérant que ce n'est pas une baguette magique. PNR qui doit être adopté prochainement ici au Parlement européen. D'une plus grande fluidité, je dirais, d'une plus grande harmonisation des différents fichiers dont on dispose au niveau européen. Vous pouvez avoir tous les fichiers du monde, si vous n'avez pas du renseignement humain à exploiter et si in fine vous n'avez pas les bons analystes et les bons opérationnels pour faire quelque chose du renseignement que vous collectez, vous passez à travers. Vous avez le fichier d'Europol, mais qui n'est pas connecté aux autres. Vous avez le fichier des personnes condamnées, vous avez le fichier Schengen, vous avez le fichier Frontex, qui lui est juste un fichier de passage, entre guillemets. Vous avez des tas de fichiers, vous avez le fichier des détenteurs d'armes. Mais il faut bien voir aussi que les fichiers sont alimentés par les États membres et que les États membres eux-mêmes ont des définitions différentes des personnes affichées. Les fameuses fiches S en France, elles sont, j'allais dire, d'un point de vue légal international, elles ne valent rien. C'est-à-dire que vous en arrivez quasiment au délit de sale gueule ensuite. Donc un policier néerlandais ou britannique ne va pas prendre en considération des données qui sont juridiquement contestables ou qui sont des données de renseignement mais nationales. Donc il y a une harmonisation d'abord des définitions à faire. Une harmonisation ensuite des moyens d'accès à ces fichiers, qui a accès, selon quelle procédure, il faut que tout ça soit un peu plus toiletté. Donc il y a tout un travail qui est important qui est à faire. Et surtout, nous n'avons pas abordé une question très importante dans l'état d'urgence, qui est de laisser tous les pouvoirs à la police et au préfet et de court-circuiter la justice. Alors que les institutions, il y a un équilibre et que la justice a un rôle important à jouer de contrôle de l'exécutif. Et on ne gagne rien dans l'efficacité de lutte contre les terroristes en supprimant les juges. Par contre, on crée de l'insécurité pour les individus et on sacrifie les libertés individuelles.